Alors, on reprend. Est-ce que vous m'entendez maintenant? J'ai réactivé. Est-ce que vous m'entendez? Ah, Sandra, oui, c'est OK. Ah bon, bah voilà, désolée pour ce contretemps technique. On était bien connectés tout à l'heure, mais voilà, ça a décidé de les aléas du live. Merci beaucoup pour vos messages, en tout cas, et votre patience. On va pouvoir démarrer. Merci d'être tous connectés ce matin pour parler aujourd'hui de sens au travail et de santé mentale, avec pour objectif de les concilier au mieux en entreprise. Donc je suis Alice Courmont, je suis consultante senior chez Great Place to Work et c'est moi qui ai le plaisir de passer donc ces 45 minutes avec vous pour parler de ces sujets passionnants de santé mentale et de sens au travail. Tout au long du webinaire, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les regarderai au fur et à mesure, puis j'y répondrai au fur et à mesure, et puis on prendra de toute façon un peu de temps à la fin du webinaire pour y répondre au mieux. Juste avant de démarrer, un tout petit mot sur Great Place to Work pour vous expliquer qui on est, puisqu'on en parlera un petit peu dans la suite du webinaire. Great Place to Work est une organisation qui s'est donnée comme mission d'entreprise de construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des entreprises où il fait bon travailler pour tous. Des Great Places to Work, comme le nom de notre organisation. C'est une mission qui est très ambitieuse et donc on a vraiment vocation à diffuser et à parler de ces sujets, en tout cas de culture d'entreprise, de santé mentale, de sens au travail, de manière assez large en externe. Notre engagement, c'est finalement de mettre en mouvement les organisations et de les aider à transformer leur environnement de travail en environnement de travail finalement où il fait bon travailler, pour impacter positivement leur performance, puisque chez Great Place to Work, on est convaincu que performance sociale est égale à performance économique. Donc on accompagne tout type de structure sur des enjeux de structuration de la qualité de vie au travail, sur l'engagement des collaborateurs, sur des enjeux aussi de marque employeur, de culture d'organisation, avec 3 métiers principaux, qui sont finalement le premier, la mesure de l'expérience collaborateur. C'est vraiment le cœur de notre métier, c'est de passer des enquêtes auprès des salariés avec une méthodologie qui est forte pour venir mesurer et comparer les expériences collaborateurs entre les organisations. Notre deuxième métier, c'est la partie accompagnement. Comment on accompagne nos clients, surtout par exemple à analyser et à comprendre les résultats des enquêtes, mais aussi à améliorer durablement leur qualité de vie au travail en ayant des accompagnements qui sont un peu plus terrain parfois. Et notre troisième métier, c'est la partie inspiration, puisqu'effectivement, on vient aussi certifier et labelliser les organisations dans lesquelles il fait bon travailler, à partir finalement de cette mesure de l'expérience collaborateur. On a aussi, comme je vous le disais, vocation à inspirer de manière assez large, au-delà de simplement nos clients, via des prises de parole, via des publications, via des dossiers thématiques sur les sujets d'actualité RH et managériale. Et finalement, on a choisi de faire ce webinaire puisque tous les ans, chez Great Place to Work, on mesure les attentes des salariés français et c'est vraiment un point de départ pour nous pour travailler des sujets qui sont sociétaux et d'actualité. Donc en fait, tous les ans, on fait une enquête qu'on appelle les Great Insights auprès d'un échantillon représentatif de la population française. Cette année, sur la dernière étude, c'est 4000 répondants, donc c'est quand même une étude à grande dimension. Et le terrain, pour information, il a été passé entre la fin d'année 2023 et début 2024. Et toutes ces insights, ça nous permet de bien comprendre les attentes et les évolutions des attentes des salariés français, puisqu'on passe l'enquête de mesure d'expérience collaborateur auprès de ces répondants, mais on pose aussi tout un panel de questions sur des sujets plutôt d'actualité sociétaux. On va le voir, mais par exemple, ça peut être la santé mentale, ça peut être l'IA, ça peut être sur le futur du travail de manière assez large, et ça nous permet de travailler certaines grandes tendances qu'on peut voir dans le monde du travail. Cette année, dans les résultats de cette étude-là, on pose une question aux participants sur les 3 aspects du travail qui sont pour eux les plus importants. Cette année, le podium, il ressemble à celui de l'année précédente, puisqu'en premier lieu, c'est la rémunération. Ça, c'est un item qui ne bouge pas. Dans les aspects du travail les plus importants, on a depuis des années la rémunération. Le 2 et le 3 peuvent varier légèrement. En deuxième, on retrouve effectivement cette notion de sens au travail. Et en troisième, la convivialité. C'était déjà ce même podium l'année d'avant. En 2022, on avait aussi l'équilibre pro-perso qui arrivait en deuxième position, donc c'est une notion qui est intéressante aussi. Mais là, cette notion de sens au travail, elle prend toute sa place et dans les chiffres, ça prend de plus en plus d'importance sans pour autant dépasser la rémunération. Mais c'est le deuxième facteur le plus important pour les salariés français aujourd'hui. En revanche, ce que les participants nous ont remonté aussi sur la question des grands risques actuels pour le travail,
c'est qu'actuellement, risque avéré ou risque réel, mais pour eux, dans les risques liés au travail, en première position, c'est le burn-out. En deuxième position, c'est l'ennui et la perte de sens. En troisième position, c'est les difficultés à recruter. Et juste en dessous du podium, c'est la gestion du stress. Donc on voit que dans les grands risques du travail, dans les craintes que peuvent avoir les salariés français, aujourd'hui on a beaucoup de sujets qui remontent en lien avec la santé mentale, puisque c'est le premier, le deuxième et le quatrième sont directement liés à cette santé mentale. Donc à la fois, il y a plein d'opportunités pour le monde du travail et il y a plein d'aspirations pour les salariés français. Pour autant, il y a aussi des risques à prendre en compte pour notamment les organisations, les équipes RH et managériales, dans la gestion qu'ils peuvent avoir de l'organisation. Et pour placer effectivement le sens au travail, c'est forcément une notion qui est extrêmement individuelle et personnelle et en fonction des collaborateurs dans vos entreprises respectives, tout le monde n'en aura pas la même définition. Ça peut dépendre effectivement d'une définition personnelle qui dépend de la situation familiale, de la manière dont on a été élevé, des normes et du milieu socio-économique dans lequel on évolue. Mais souvent, ça reprend quand même des attentes en termes de projection professionnelle, comment on peut être amené à évoluer dans l'entreprise, à avoir vraiment une carrière au sein de l'organisation. Et la notion qui est importante aussi, c'est que souvent, les collaborateurs qui parlent de sens au travail, c'est des gens qui cherchent une cohérence finalement entre le travail et leurs valeurs et trouvent une motivation finalement à exercer leur activité dans l'organisation dans laquelle ils se trouvent. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être vecteurs de sens au travail. Ça peut être, je vous en ai listé quelques-uns, mais ça peut être à la fois la clarté de la communication managériale, c'est-à-dire qu'on donne du sens via la communication. Ça peut être l'utilité sociale de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise propose en externe à ses clients en termes de services ou en termes de produits. Le développement, on en a parlé, trajectoire de carrière. La reconnaissance aussi. La qualité des relations avec ses collègues, avec son management. Et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Tous ces éléments-là peuvent être vecteurs de sens au travail et ne prennent pas toujours la même importance en fonction des collaborateurs. Mais pour parler de cette notion de sens, je voulais faire un petit détour quand même par les besoins des salariés finalement. Donc, vous reconnaissez sûrement la pyramide des besoins qui a été théorisée par Maslow et je trouvais que c'était intéressant d'en reparler aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on parle de sens au travail, on est souvent sur des besoins, en tout cas, qui relèvent de ce que Maslow a placé plutôt en haut de la pyramide. Donc, ça va être des besoins de réalisation, des besoins d'estime, des besoins d'appartenance. Et là, je vous ai mis quelques exemples adaptés au monde de l'entreprise. Mais la théorie de Maslow, c'est de se dire que pour répondre à ces besoins qui sont en haut de la pyramide, il faut d'abord satisfaire les besoins qui sont à la base de la pyramide, donc dans une logique de vraiment construction. Les premiers besoins qui sont exprimés par Maslow, c'est à la fois les besoins physiologiques, donc souvent c'est manger, dormir, adapté dans la théorie de Maslow, mais adapté au monde de l'entreprise, ça peut être par exemple juste d'un besoin physiologique qui serait un salaire qui est suffisant pour assurer sa survie et de vivre d'une manière plutôt confortable, en tout cas qui permette de vivre correctement. Et le deuxième qui est intéressant, c'est le besoin de sécurité. Et là, adapté finalement au monde du travail, ça va être la stabilité de l'emploi, ça va être d'avoir un environnement de travail sécurisant, des conditions de travail qui sont saines. Donc en fait, pourquoi faire ce lien aussi entre sens au travail et santé mentale à travers cet exemple de la pyramide, c'est de se dire que pour arriver à ce sens au travail, c'est important de répondre à des besoins de sécurité qui sont directement liés à cette notion de santé mentale dans les organisations. Donc, on va parler beaucoup de santé mentale aujourd'hui et notamment du constat, parce que pour nous, c'est ce qui vient aussi nourrir le sens, et vous allez voir par la suite que c'est tout ça extrêmement lié. Je surveille au fur et à mesure le chat, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je jetterai un œil régulièrement. Donc finalement, la santé mentale, quels sont aujourd'hui les constats et les enjeux dans les organisations ? Pour ça, je vous ai préparé un petit quiz pour avoir un peu vos retours de perception quant à la santé mentale. Donc, selon vous, quel pourcentage des Français, donc ça c'est basé encore une fois sur notre étude, estiment aujourd'hui avoir une bonne santé mentale ? Donc, vous avez un sondage qui s'est ouvert en dessous de l'onglet du chat, donc n'hésitez pas, je vous laisse une petite minute pour y répondre. Et après, je vous dirai, vous pouvez participer dans le chat aussi. Il y a des gens qui nous disent 30%, vous n'êtes pas très optimiste sur la santé mentale. Voilà, on vous laisse quelques minutes. 60%, il y a 50%, 60%, 55%.
60%. Donc il y a des gens un petit peu plus optimistes aussi. La réponse à cette question, c'est 56% des salariés français. Donc c'est un peu plus de la moitié des salariés français qui estiment avoir une bonne santé mentale. Voilà. Donc c'est un chiffre qui est quand même un peu plus élevé que ce que certains nous disaient. Pour autant, un salarié sur deux, ça veut dire que, voilà, à l'inverse, on a 44% des salariés français qui nous disent avoir une santé mentale, voilà, soit c'est neutre, soit c'est plutôt négatif, mais en tout cas, bonne santé mentale, pour eux, c'est trop fort par rapport à la réalité. Deuxième sondage. Selon vous, quel pourcentage des Français estiment que leur activité professionnelle affecte négativement leur santé mentale? Donc vraiment l'impact du travail direct sur la santé mentale, puisqu'effectivement, d'avoir une bonne ou une santé mentale, ça dépend de facteurs relatifs au travail, mais pas uniquement. 80%. Bon, dis donc, on a des gens aujourd'hui qui ne sont pas très optimistes. Vous avez un nouveau sondage ouvert juste en dessous, mais je vois que vous pouvez répondre dans le chat. Il n'y a aucun 30%, 40%. Il y a des réponses, voilà, on est entre 30, il y a du 65% aussi. C'est moins que ça, heureusement. C'est 24% des salariés français qui estiment aujourd'hui que leur activité professionnelle affecte négativement leur santé mentale. Donc c'est un quart des salariés français. Je vois que dans les réponses, il y avait des chiffres beaucoup plus élevés que celui-là, avec des 60%. Heureusement, ce n'est entre guillemets qu'un quart des Français. Pour autant, voilà, c'est un quart qu'il faut surveiller parce qu'à la fois, il faut se dire qu'il faut faire attention à ces 24%-là. Il faut aussi faire attention au fait que ce chiffre n'augmente pas. À date, il y a des salariés français qui estiment que le travail a plutôt un impact positif sur leur santé mentale. Il y a des gens qui estiment que ça n'a pas d'impact. Donc voilà, travailler vraiment sur ces populations qui sont déjà en souffrance et faire en sorte qu'en termes de tendance, on n'ait pas une augmentation de ce résultat. Puisqu'aujourd'hui, alors c'est un chiffre que je ne vous fais pas deviner, mais aujourd'hui, 50% des Français déclarent avoir été arrêtés au moins une fois en 2023. C'est un baromètre qui a été fait pour Malakoff Humanis par l'IFOP en 2023. Donc 50% déclarent avoir été arrêtés au moins une fois. Donc ce chiffre, il est en augmentation surtout. Par rapport à 2022, c'est plus 8 points. Et c'est surtout, il y a une augmentation particulièrement sur les plus jeunes, sur les 18-34 ans, puisqu'il y a une évolution de 12 points entre 2022 et 2023. Et quand on regarde dans le détail de ce baromètre, un peu quelle typologie d'arrêt maladie on peut avoir, c'est 15% des arrêts maladie qui sont dus à des troubles psychologiques, contre 13% pour les troubles musculo-squelettiques. Donc on a une augmentation des arrêts maladie en lien, en tout cas avec une partie plutôt mentale qu'une partie physique de ces TMS. Et si on regarde les arrêts maladie longs, donc en général c'est plus de 6 mois arrêtés, c'est à 31% dû à des troubles psychologiques, et c'était 14% en 2020, la part des arrêts maladie dus à des troubles psychologiques, les arrêts maladie longs. Donc il y a vraiment des tendances à l'évolution qu'il faut pouvoir surveiller, et d'où l'intérêt pour les organisations de se poser cette question-là. Puisque si on fait un petit détour par la définition que nous donne l'Organisation mondiale de la santé, et finalement sur qu'est-ce que la santé mentale, ils nous disent que c'est un état de bien-être complet qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc c'est une définition qui est quand même assez complète, et qui surtout est intéressante parce qu'elle nous parle des effets positifs d'avoir une bonne santé mentale. Et elle fait directement le lien avec le monde du travail. Donc ça, c'est en ça qu'elle est intéressante aujourd'hui. Pour autant, elle est uniquement tournée positif, donc elle ne prend pas en compte et elle ne détaille pas, en tout cas juste dans ce bloc de définition, quels sont les risques finalement pour la santé mentale. Elles nous disent ce que ça permet et ce que ça permet de réaliser, mais pas quels sont les facteurs de bien-être ou de mal-être sur la santé mentale. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, quand on parle de ces sujets-là, de faire un petit détour par les risques psychosociaux, tels qu'ils ont été définis il y a déjà un petit moment, en 2011, par Golac, notamment dans son rapport publié en 2011, puisqu'il permet de donner un peu plus de détails, un peu pratico-pratiques, sur ce qui peut affecter la santé mentale en partant des risques. Et finalement, les risques psychosociaux dans les organisations, c'est les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, ces risques psychosociaux, c'est santé mentale, mais aussi physique et sociale. Et pour autant, il y a quand même une grande partie qui porte sur la santé mentale.
Et ce qui est intéressant aussi et qui a été fait par Golac juste après cette définition, c'est de faire une matrice qui présente les facteurs de risque au travail et de venir les catégoriser en 6 grandes parties. Ces facteurs de risque, ça permet aussi aux entreprises d'avoir déjà une image de là où ils peuvent jouer, puisqu'effectivement, si on prend le premier qui est l'intensité et le temps de travail, à quoi ça fait référence? Ça peut être la surcharge de travail, ça peut être le fait d'avoir des objectifs qui sont peu clairs, irréalistes, des horaires de travail atypiques, une imprévisibilité dans les horaires de travail. Donc ça joue directement sur l'intensité et les temps de travail. Donc c'est des choses qui sont, ces risques-là, une fois qu'on les a bien compris, on peut les maîtriser de manière assez... en tout cas, on a une bonne vision de comment on peut les maîtriser. Le deuxième facteur de risque, c'est les exigences émotionnelles, et notamment ça peut être les tensions avec le public. Pour des populations qui sont en contact client, voilà, ça peut être des relations qui peuvent être conflictuelles, l'exigence aussi de devoir cacher ses émotions, parce que quand on est sur son lieu de travail face à des clients, on ne peut pas toujours être soi-même, et on se doit de mettre un masque parfois. Le troisième, c'est le manque d'autonomie. Le fait d'avoir une faible perspective de montée en compétences, une faible association aux décisions sur son lieu de travail, voilà, ça peut engendrer aussi des risques notamment sur la santé mentale. Le quatrième, ce sont des rapports sociaux dégradés, donc le fait d'avoir un manque de convivialité, des mauvaises relations et des conflits avec soit ses collègues de travail, soit avec le management. Le cinquième, c'est des conflits de valeurs, le fait d'avoir un manque de fierté à l'égard de son travail, à l'égard de son entreprise, en lien aussi avec ce qu'on peut proposer. Et ça peut être le cas, par exemple, nous, on a souvent ce retour-là quand on travaille avec des cabinets de conseil, étant donné que les consultants ne choisissent pas forcément les missions et les clients pour lesquels ils vont travailler. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait un conflit de valeurs sur la mission qui nous est proposée. Et le dernier point, c'est l'insécurité de la situation de travail. Donc se dire qu'on est dans un environnement qui est instable, où on peut perdre son travail, où on ne nous donne pas forcément de visibilité sur l'évolution de l'organisation, et donc voilà, des conditions précaires, une incertitude sur l'avenir de son métier. Tout ça, ça peut engendrer finalement beaucoup d'impacts négatifs sur la santé mentale, la santé physique et la santé sociale, comme l'a défini Golac. Mais finalement, quelle responsabilité pour les entreprises? Alors, je vous pose une autre question, ce sera le dernier sondage pour vous faire participer, mais selon vous, dans notre enquête, quel pourcentage des Français estiment que leur entreprise met en place des actions de prévention et de soutien pour les collaborateurs? Il y a un nouveau sondage qui est en cours. À votre avis, sur ce chiffre-là, on est à combien? Il y a des gens qui nous disent 30%, 25%, 40%, 30%. Mais pour tous, on est en dessous de la moyenne. Est-ce qu'on a d'autres réponses? 50%. Aujourd'hui, c'est 28% des salariés qui estiment que leur entreprise met des actions de prévention et de soutien. Alors forcément, chez Great Place to Work, quand on a vu ce chiffre cette année, ça nous a forcément un peu alarmés. On se dit que finalement, un quart des salariés français perçoivent des actions de prévention et de soutien. Donc, deux possibilités. Soit que les entreprises ne font rien sur ces sujets de prévention et de soutien, soit que ce n'est pas visible, et en tout cas les collaborateurs n'en ont pas conscience. Ce qui est aussi une hypothèse, c'est de se dire que voilà, là, c'est ce que les salariés français répondent et ce qu'ils connaissent de l'organisation. Ça peut être aussi qu'ils n'ont pas d'idée de ce que fait l'organisation sur ces sujets de prévention et de soutien, parce qu'il y a quand même une obligation légale de mettre en place des sujets de prévention sur les risques psychosociaux. Donc j'ose espérer que ce chiffre, dans la réalité, est plus élevé si on regarde vraiment ce que font les entreprises. Pour autant, ça veut dire que l'impact que ces politiques de prévention ont sur les salariés français est assez basse, et pour les salariés français, ça est jugé insuffisant puisqu'on est à 28% positif uniquement. Et donc l'idée de ce webinaire, c'était aussi de se dire quelles sont les bonnes pratiques et les recommandations qu'on pouvait faire chez Great Place to Work, de ce qu'on voit dans les organisations, qui soient à la fois vecteurs de sens au travail pour les collaborateurs, mais aussi respectueux de la santé mentale. Et pour nous, forcément, ça passe par une politique QSCT efficace et bien construite dans les organisations. Donc si on reparle un peu des RPS très rapidement, donc il y a 3 niveaux de prévention des RPS. 3 niveaux de prévention qui donnent lieu finalement à 3
trois types d'actions qui peuvent être faites dans les entreprises. Le premier, c'est la prévention primaire, de se dire finalement, il y a des risques avérés dans mon organisation, j'essaye de les réduire au maximum, j'essaye de comprendre quels sont les facteurs et j'essaye de les réduire, donc prévention primaire. Ensuite, il y a la prévention secondaire. Il y a certains risques dans mon organisation que je n'ai pas réussi à réduire, donc comment je les appréhende et comment je les gère pour qu'ils ne soient pas des risques avérés et qu'ils ne se produisent pas dans mon organisation. Et le troisième point, c'est la prévention tertiaire. Si ces risques finalement qu'on n'a pas réussi à contenir sont avérés et se passent dans mon organisation, qu'est-ce que je mets en place pour soutenir les salariés en souffrance et comment je travaille plutôt dans une logique de réparation. Donc ça donne finalement 3 types d'actions à pouvoir mettre en place dans son organisation. Et chez Great Place to Work, forcément, on a une attention particulière à ce qu'on appelle aujourd'hui la QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail. Et on trouve ça intéressant de passer finalement de ces RPS qui sont un ensemble de risques avérés ou non selon les organisations, à cette notion de QVCT. Puisque forcément, si on passe des RPS à la QVCT, ça veut dire que ce n'est pas forcément une absence de conditions qui devient nocive et donc facteur de risque, mais c'est une abondance de facteurs qui sont favorables à la santé des collaborateurs. Et donc la définition qui a été donnée par l'ANIT 2013, alors je vous ai laissé la définition de la qualité de vie au travail, puisqu'on est passé de qualité de vie au travail à qualité de vie et des conditions de travail. Pour autant, la définition de la qualité de vie au travail, elle est intéressante, et puis on verra juste pourquoi la partie conditions de travail a pu évoluer. Donc la qualité de vie au travail, elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Donc vous voyez qu'ici, déjà, on parle de différentes notions, de différents thèmes qui sont de l'ordre du positif. Donc c'est l'intérêt au travail, c'est la reconnaissance. Donc voilà, on fait vraiment ce glissement des risques à quels facteurs favorables mettre en place pour la santé mentale. Et pourquoi maintenant on parle de conditions de travail et plus uniquement qualité de vie au travail? C'est parce que les entreprises doivent aussi se questionner sur la manière dont est organisé le travail et quelles sont les conditions dans lesquelles on exerce son travail dans l'organisation. Donc c'est un petit glissement qui s'est fait en 2020-2021. Et donc maintenant on parle plutôt de QVCT. Donc, je regarde juste les questions dans le chat au fur et à mesure. Est-ce qu'on en a quelques-unes? Effectivement, on a quelques retours. Beaucoup d'entreprises mettent en place la QVT avec des financements donnés. Oui, des actions qui sont suivies de l'affichage, des actions qui ne sont pas suffisamment portées par la direction selon vous. Alors Camille, je vois une question de comparaison avec un baromètre qui dit que 73% des salariés français déclarent que leur état de santé psychologique est lié au travail et 48% se déclarent en détresse psychologique. Donc à voir quelles sont les questions exactement, comment elles ont été posées. Sur le 73%, on arrive à quelque chose de pas très loin chez Great Place to Work, puisque nous, on pose la question de est-ce que l'impact est positif ou négatif, mais finalement, si on additionne les deux, il me semble qu'on doit être dans les 75% de salariés français qui déclarent qu'il y a un impact qui soit positif ou négatif. Il y a environ 20% des collaborateurs français, 25%, qui déclarent que leur travail n'a aucun impact sur leur santé mentale. Donc finalement, on se rapproche assez bien de ce chiffre-là. Et la 48% sur la détresse psychologique, voilà, pareil, il faudra regarder exactement. Donc, je vous ai mis le rapport, puisque c'est les données Malakoff Humanis, et c'est fait par l'IFOP. Donc, avoir effectivement comparer les échantillons. Donc, ça pourra vous donner un indice. Mais en tout cas, sur le 73%, c'est pas du tout un écart avec nos chiffres, puisque moi, je vous ai présenté les chiffres de l'impact négatif, mais on a aussi des répondants, et on a presque 50%, un peu moins, qui déclarent que le travail a un impact positif sur leur santé psychologique. Donc, on arrive à peu près à tout ça. J'espère que je réponds à votre question. Et sinon, effectivement, on pourra comparer un peu plus en détail les échantillons et les différents baromètres. L'idée, c'est de se dire quels sont les facteurs pour déployer une politique QVCT efficace qui, à la fois, soit porteuse de sens, mais qui soit surtout respectueuse de la santé mentale. Donc, l'objectif dans cette dernière partie, il nous reste un quart d'heure, c'est de vous donner des exemples aussi un peu pratico-pratiques sur ce qui se cache derrière ces 4 facteurs et qu'on puisse échanger ensemble. Donc, le premier,
il porte sur les exigences et l'organisation du travail. Donc, qu'est-ce qu'on y met derrière? On y met la distribution du travail, les outils à disposition des collaborateurs, le cadre de travail, tout ce qui va être soutien apporté aux collaborateurs, donc notamment avec la formation et les outils, les différentes contraintes de rythme et la partie flexibilité au travail. Donc vraiment la partie organisationnelle du travail, les contraintes de rythme et surtout comment on donne les outils nécessaires aux collaborateurs pour qu'ils effectuent leur travail de manière la plus sereine possible. Et on voulait vous partager quelques chiffres également de comparaison. Le premier chiffre que vous voyez à gauche, c'est les lauréats de notre palmarès Great Place to Work 2024. C'est-à-dire que dans tous nos clients qui font l'enquête chaque année, on a des entreprises qui sont certifiées, d'autres entreprises qui ne sont pas certifiées. Dans toutes ces entreprises certifiées, on prend les meilleurs à partir des résultats d'enquête et on réalise tous les ans un palmarès qui a été publié cette année au mois de mars. Et ça nous permet d'avoir des données comparatives entre ce que font nos clients, qui sont des organisations qui sont extrêmement matures sur les sujets de QVCT, et on les compare à notre échantillon représentatif de la population française, donc aux salariés français. On a une question dans notre enquête qui porte sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Aujourd'hui, chez nos clients qui sont lauréats de notre palmarès, 86% des salariés dans ces organisations-là déclarent être encouragés à conserver cet équilibre. Là où, en France, de manière plus globale avec cet échantillon représentatif, c'est uniquement 54% des salariés français. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les entreprises qui investissent ces sujets-là ont des résultats qui sont très bons, donc c'est possible, voilà, ça laisse une marge de progression importante entre les salariés français et nos lauréats, mais en tout cas, possible d'avoir un équilibre pro-perso en travaillant différentes pratiques. Et je voulais vous partager une bonne pratique qu'on trouve intéressante chez nos clients. Dans l'entreprise Cloud Temple, qui travaille plutôt sur de l'informatique, chaque manager définit librement les horaires de travail avec ses collaborateurs. Donc pas pour ses collaborateurs, mais en relation et en discussion avec ses collaborateurs, avec pour objectif d'entretenir une confiance mutuelle, de développer l'autonomie des équipes. Donc les collaborateurs, ils peuvent partir plus tôt en cas d'urgence personnelle ou si leurs tâches sont terminées. Et ils ont aussi une attention qui est forte, portée au droit à la déconnexion, donc ne pas travailler le soir, ne pas travailler le week-end, ne pas travailler pendant ses congés. Alors ça peut paraître assez simple, mais notamment sur le droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui est de plus en plus déployé dans les entreprises pour vraiment affirmer ce droit à la déconnexion. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que là, chez Cloud Temple, il y a des organisations qui se font par équipe et vraiment en concertation avec les managers, et ça peut aussi créer du lien dans l'équipe, parce qu'on peut se dire que si un collaborateur a une urgence, doit partir plus tôt, voilà, ses collègues de travail peuvent aussi le soutenir, et donc il y a du lien qui se crée, et ça permet d'avoir de la flexibilité sur ses horaires de travail et de limiter le stress lié à des urgences qui peuvent être personnelles parfois et qui peuvent donc nous stresser sur notre lieu de travail. Le deuxième facteur d'une politique QVCT efficace, c'est les changements du travail. C'est le fait d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en la capacité du management à gérer les changements de l'organisation. Et ça, c'est une thématique qui est extrêmement importante et surtout, on le voit, mais de plus en plus importante dans les organisations parce qu'il y a de plus en plus de typologies de changements. Et donc forcément, ça peut impacter la confiance que les collaborateurs peuvent avoir dans l'évolution de l'entreprise, que ce soit l'évolution des compétences, mais aussi l'évolution sur un marché. Donc c'est important de se dire qu'il faut accompagner ces changements, et l'accompagnement au changement devient de plus en plus nécessaire. C'est des compétences que les organisations doivent vraiment acquérir, ou en tout cas se faire accompagner sur ces sujets d'accompagnement au changement, puisque ça peut être une véritable source de stress pour des collaborateurs de ne pas être informés, de ne pas avoir de visibilité sur leur futur dans l'organisation, donc les impliquer au mieux. Et encore une fois, si on compare les chiffres de nos lauréats avec les chiffres des salariés français, on pose une question qui est êtes-vous associé aux décisions ayant un impact sur votre travail ou votre environnement professionnel? Donc chez nos lauréats, c'est 79% des collaborateurs qui déclarent être associés aux décisions contre 46% des salariés français. Donc déjà, on voit que dans les démarches de changement dans les organisations, chez nos lauréats, on a vraiment des démarches où on associe aux décisions, on lance des groupes de travail, on sollicite l'avis, on lance des sondages pour être sûr que la manière dont on conduit le changement, ça correspond aussi à une réalité terrain et on rassure les collaborateurs de cette manière-là. Et un exemple qu'on a pu voir chez un de nos clients, mais SNCF Connect and Tech, donc la partie vraiment digitale de la SNCF, a réalisé un déménagement en 2024 et dans le cadre de la préparation de ce déménagement, ils ont mobilisé l'ensemble des collaborateurs pour co-construire les nouveaux espaces de travail.
Donc ça a permis vraiment de structurer un projet en différentes étapes, depuis l'écoute et l'idéation, en prenant en considération les retours des collaborateurs. Donc là, c'est dans le cadre d'un déménagement, ça permet de rassurer sur où on va être, comment on va être organisé, donc de limiter les facteurs de stress et de risque. Mais ça peut être aussi sur tout type de changement, changement plus organisationnel en interne. Voilà. Le tout, c'est d'appréhender le changement en donnant le maximum de visibilité quand c'est possible aux collaborateurs pour qu'il y ait le moins de surprises à l'arrivée. Le troisième facteur, c'est le management et les relations au travail, donc la qualité des relations avec ses managers et avec l'ensemble de la ligne managériale, et la qualité des relations avec ses collègues de travail. Donc là, on parle vraiment de convivialité, de relations managériales qui sont saines. Et encore une fois, si on regarde lauréat vs salarié français, on a une question dans notre questionnaire Trust Index qui dit « Le management est accessible et ouvert au dialogue ». Donc ici, c'est 89% chez nos lauréats qui répondent positivement, vs 55% des salariés français. L'accessibilité au dialogue, c'est intéressant puisque ça veut dire que, voilà, en termes de proximité, de construction d'une relation de confiance avec son manager, voilà, quand on sait qu'on peut déjà pas aller lui parler, forcément, ça peut créer du stress, ça peut impacter négativement les relations de travail. Et donc la bonne pratique, on la trouve chez Scalian, qui est une ESN qui a mis en place une météo collaborateur. Donc cet outil, il l'utilise à la fin de chaque mois et ça permet d'exprimer son degré de satisfaction. Si jamais un collaborateur signale vraiment de l'insatisfaction et qu'il est plutôt dans le rouge, le tout c'est de fournir un commentaire et de s'exprimer et d'envoyer une alerte finalement à ses managers pour prendre en compte les actions nécessaires. Donc c'est intéressant parce qu'ils le font de manière mensuelle et c'est intéressant aussi parce que c'est un peu action-réaction, c'est-à-dire que c'est pas juste on lance un sondage et on sait pas qui a dit quoi et donc on peut pas réagir. Là, c'est assez ciblé, donc ça demande aussi de la confiance de la part du collaborateur pour pouvoir exprimer et ensuite mettre un commentaire et alerter ses managers. Ça permet de créer du lien et de renforcer cette relation dans des cas où potentiellement le dialogue ne se passe pas très bien puisque le collaborateur est déjà dans le rouge. Donc ça permet d'améliorer finalement les relations managériales. Et le dernier facteur, c'est les attentes et les valeurs des salariés. On en parlait et c'est très lié avec le sens au travail encore une fois. C'est ce besoin d'accomplissement, de fierté, de reconnaissance qu'ont les collaborateurs, de respect aussi des règles éthiques et finalement d'adéquation entre les valeurs de l'organisation et les valeurs personnelles des salariés. Et là, on pose une question dans notre questionnaire qui est « Je peux être moi-même au travail ?» 88% de réponses positives chez nos lauréats, 57% des salariés français qui répondent positivement. Donc ça veut dire que s'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, ça veut dire qu'ils doivent porter un masque, se cacher, et on en parlait tout à l'heure, c'est évidemment un facteur de risque dans les organisations, de ne pas pouvoir être soi-même, de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense, être de la manière dont on a envie d'être. Donc ça représente un risque pour les organisations. Et la bonne pratique, elle nous vient directement de Disneyland Paris pour notamment travailler un environnement de travail qui soit inclusif. Et ils ont lancé une enquête de perception qui s'appelle « Cultiver l'inclusion » auprès des collaborateurs. Et ça a permis de voir où pouvaient être les conflits de valeurs, où pouvait être aussi ce conflit de valeurs-là et les difficultés rencontrées par les collaborateurs. Et ça a souligné que une grande partie des comportements appropriés et des relations, disons peu saines au sein de Disneyland Paris, elles venaient des clients. Donc voilà, bien identifier aussi ce qui peut rendre difficile d'être soi-même et pouvoir agir dessus en menant, effectivement, ça peut être une enquête sur l'inclusion, à la fois interne et externe. Donc finalement, on a bien 4 facteurs qui peuvent être clés pour mener une politique QVCT efficace. L'idée, c'est vraiment de jouer sur ces 4 facteurs-là pour avoir une politique qui est la plus complète possible et qui soit effectivement créatrice de sens au travail, puisqu'on l'a vu, il y a différents vecteurs de sens qu'on retrouve très bien ici, et surtout tout en préservant la santé mentale, puisqu'il ne peut pas y avoir un sens au travail vraiment au sentiment d'appartenance si on ne préserve pas la santé mentale. Ça peut être un risque aussi de surengagement au sein des organisations, donc il faut vraiment pouvoir concilier les deux. Et puis on l'avait vu avec la pyramide de Maslow, mais
pour arriver à répondre à ses besoins d'appartenance, à ses besoins de fierté dans les organisations, il faut répondre à des besoins de sécurité également. Donc c'est important de faire le lien entre ces deux notions, en portant attention à finalement tous ces 4 grands facteurs que vous voyez à l'écran, qui sont vraiment clés pour avoir une politique structurée, efficace, et donc vectrice de sens au travail et respectueuse de la santé mentale des salariés. Donc je vois qu'on a quelques questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vois Camille, dans les organisations moins matures sur ces sujets, avec une politique de gouvernance relativement éloignée de ça, comment fait-on pour aider un collaborateur en perte de sens, c'est-à-dire un salarié qui fait partie de nos équipes si nous sommes managers? Effectivement, le rôle du manager de proximité, vous le voyez ici, il est extrêmement important. Et surtout, forcément, vous le dites très bien Camille, mais dans des entreprises qui ne sont pas très matures et qui ne prennent pas ces sujets à bras-le-corps, ça peut être pour pallier justement ça peut être le rôle du manager de proximité de donner du sens à son équipe. Donc, en fait, c'est possible pour un manager de proximité de faire attention aux 4 facteurs qui sont affichés à l'écran. Pour autant, sur la durée, il va y avoir un conflit de valeurs pour le manager, pour le coup. Donc, ça peut être un peu dangereux pour un manager d'être seul à porter les éléments de cette politique QVCT. Donc le tout, c'est d'arriver à faire en sorte que la gouvernance soit mature sur ces sujets. Effectivement, sinon, je dirais que le risque, vous allez pouvoir engager votre collaborateur via notamment de la reconnaissance. La partie reconnaissance, elle est très liée avec les relations qu'on entretient avec son manager. Donc sur la partie attente des valeurs, sur la partie reconnaissance, vous allez pouvoir agir. Sur la partie convivialité, vous allez pouvoir agir dans votre équipe. En revanche, sur la partie vraiment organisation du travail au sens large, vous n'allez pas pouvoir agir seul. Et pareil, sur les changements du travail, vous n'allez pas pouvoir forcément agir seul. Donc, disons qu'il y a des éléments sur lesquels vous allez pouvoir jouer, mais le risque, c'est que vous parveniez quand même à faire remonter un peu l'engagement de vos collaborateurs, mais que vous, en tant que manager, vous perdiez aussi cet engagement. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la cohérence au sein de l'organisation, puisque le manager de proximité ne peut pas tout. Et Céline, vous nous disiez, le système managérial est à considérer et pas seulement une ligne managériale. Quelle distinction vous faites entre système managérial et ligne managériale? Donc effectivement, moi ce que je disais, c'est qu'il faut que tous les managers de l'ensemble de la ligne managériale et pas uniquement les managers de proximité travaillent sur ces sujets-là. Et le système managérial, effectivement, il faut le consolider pour que tous les managers, qu'il y ait une communauté managériale finalement alignée, qui ait les mêmes pratiques et qui, en tout cas, harmoniser un petit peu les manières de faire au sein de l'organisation. Alors Sandra nous dit qu'il y a un questionnaire régulier, mais qu'elle ne voit pas forcément les effets, conséquences, solutions apportées par la direction. Alors, effectivement, si on fait des questionnaires de manière régulière, ce qui, chez Great Place to Work, forcément, c'est quelque chose de très important pour nous, mais effectivement, s'il n'y a pas de réponse apportée aux résultats de ces questionnaires-là, c'est complètement contre-productif, parce que déjà, ça veut dire que les collaborateurs qui ont répondu se sont engagés à répondre et qu'à pire, il n'y a pas de retour, donc ça veut dire que sur les prochains questionnaires, le taux de participation en général chute, et surtout, ça peut être contre-productif parce qu'une fois qu'on a soumis et fait remonter potentiellement les points de satisfaction et les points d'insatisfaction, ça veut dire qu'on sait que la direction est au courant. Donc si elle n'agit pas, ça veut dire que c'est un risque de désengagement, puisque ça veut dire que potentiellement elle n'a pas envie d'agir sur ces facteurs d'insatisfaction. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'elle ne voit pas, qu'elle ne les prend pas en compte et qu'elle ne fait rien, mais je pense que ce qu'il y a chez vous, Sandra, c'est potentiellement un manque de communication, en tout cas sur les actions, donc j'espère qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Avec des questionnaires qui sont anonymes, oui, mais si effectivement d'un point de vue global, il y a des insatisfactions, ça peut être traité au niveau global de l'organisation. Et j'ai une question qui est comment aider ses collègues en multiplication de burn-out. Donc, je dirais que vis-à-vis des collègues de travail, le tout, c'est vous pouvez avoir un devoir de vigilance. Après, vous allez, résoudre un burn-out, c'est pas forcément facile en tant que collègue de travail. Le tout, c'est vraiment d'avoir un devoir de vigilance. Il y a des référents dans certaines organisations sur les sujets de burn-out, de santé mentale. Donc, ça peut être alerté quand on voit des choses, prévenir aussi le manager si jamais il ne le voit pas, prévenir les équipes RH. Donc, il y a devoir de vigilance et je dirais de faire remonter l'information. Et après, adressez-vous à toute personne compétente pour que ce soit la médecine du travail pour gérer ces sujets-là. Et puis que l'entreprise prenne des mesures, puisque c'est récurrent et s'il y a des burn-out qui sont récurrents, qu'il y ait une étude qui soit faite sur les facteurs de ces burn-out et de
ces impacts sur la santé mentale. Mais le tout, c'est, je dirais, d'avoir un devoir de vigilance quand c'est votre collègue de travail, en tout cas, et d'arriver à prévenir les personnes compétentes pour traiter ces sujets-là. Il est 10h15. Si jamais vous avez des dernières questions, je peux rester 1 ou 2 minutes de plus avec vous. J'espère que j'ai répondu en tout cas à toutes celles que j'ai pu voir. Oui, je suis d'accord avec vous, Emmanuel. Effectivement, sur les baromètres, s'ils sont trop fréquents, on peut se lasser, surtout si c'est toujours la même question et qu'on ne voit pas les effets. Nous, chez Great Place to Work, on a des baromètres qu'on préconise comme étant annuels, donc ça permet d'avoir un questionnaire complet une fois par an et de pouvoir mettre en place des actions d'une année sur l'autre. Et il peut y avoir aussi après des outils de baromètre qui sont un peu plus ciblés. Par exemple, si on parle de la santé mentale, on va poser quelques questions sur cette santé mentale. Et effectivement, le tout, c'est de ne pas sursolliciter les collaborateurs, parce que le tout, c'est de faire remonter les bonnes informations. S'ils les font remonter de la même manière toutes les semaines, pas forcément très intéressant. Et ce que je conseille à toutes les équipes RH, c'est de bien marketer, communiquer sur les actions qui sont faites, parce que on voit trop souvent des déficits, en tout cas de communication, puisqu'il y a plein de bonnes choses qui sont faites, notamment chez nos clients et dans les organisations. Et pour autant, on voit qu'il y a un décalage entre la compréhension qu'en ont les salariés et la réalité de ce qui est fait par les équipes RH. Et effectivement, je suis d'accord avec Séverine qui nous met un message sur l'accompagnement des managers. C'est des sujets qui sont très difficiles à traiter. Et il faut vraiment un accompagnement, une formation des managers, une sensibilisation à ces enjeux-là. Parce que forcément, un manager, déjà, il faut qu'il puisse repérer les problèmes de santé mentale de ses collaborateurs et comment agir, comment ajuster. C'est des choses qui sont pas évidentes. Et en tout cas, ce qui est aussi le cas, c'est que quand on parle de santé mentale, de sens au travail, c'est des notions très personnelles. Donc avoir une attention aussi à toutes les personnalités dans son équipe quand on est manager, parce que ça ne veut pas forcément dire la même chose. Quand on parle de charge de travail, les perceptions peuvent être très différentes. Donc le tout, c'est d'être en proximité au maximum avec ses équipes. Voilà, c'est ce que je pourrais conseiller. En tout cas, merci beaucoup. Je vous transmettrai évidemment le support ainsi que le replay. Normalement, je crois que ça part avec Webikeo d'ici la fin de la journée. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez garder contact et échanger davantage sur ces sujets-là, à revenir vers moi. Je suis ravie toujours de parler de ces sujets, de parler des enjeux des entreprises et des bonnes pratiques que vous pouvez tous et toutes mettre en place. Donc un grand merci et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.